durant les années 60-70, il est évident qu'on n'était pas du tout dans cette dimension. On était dans une dimension qui était beaucoup plus communautaire, où le participatif était extrêmement important, développement de maisons de la culture, dans le monde des musées, développement des musées communautaires, des écomusées, ce qu'on a appelé la nouvelle muséologie. Et puis effectivement, au moment où j'ai commencé mes études, il y a eu un tournant commercial, notamment au niveau des musées, mais qu'on a vu s'observer un peu partout, hein, dans le monde de la culture, avec bien sûr de plus en plus l'idée d'abord, d'une part, que l'État n'était plus le seul à même d'apporter une réponse en termes de subventions publiques. Il fallait donc trouver un certain nombre d'autres possibilités. Et donc on s'est retourné vers le marché pour financer des activités. Dans le monde des musées, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un certain nombre de filons prometteurs, notamment le filon des expositions temporaires. C'est à ce moment-là, durant les années 80, qu'on a vu notamment en Belgique, au cinquantenaire par exemple, de très très grandes expositions extrêmement populaires. Alors ça avait déjà un tout petit peu existé, mais on s'est rendu compte surtout que ça rapportait de l'argent. Et qu'il était donc possible d'imaginer telle ou telle chose, il était possible d'engager parfois à la suite de tel ou tel bénéfice, d'engager plus de personnel, d'obtenir telle ou telle acquisition, etc. On s'est rendu compte aussi que cette dynamique était quelque chose qui était de plus en plus, je dirais, mise en valeur par l'ensemble de la société. C'est à cette époque-là qu'il y avait un certain nombre d'émissions assez étonnantes, hein, quand on le regarde rétrospectivement. Bernard Tapie qui parlait d'ambition, une émission à la télévision, à la RTB qui s'appelait Business Business, où on parlait d'actualité économique à 20h. C'était, je dirais, les nouvelles stars, c'était justement les élus, en quelque sorte, des écoles de commerce qui reprenaient le rôle, pourrait-on dire, de toute une série d'autres personnalités, en quelque sorte, alors qu'on en avait très très peu parlé auparavant. Il y a eu aussi cet épisode qui a fait qu'à ce moment-là, il a commencé de plus devenir tabou de parler d'argent ou de réussite financière. C'est devenu parfois même, et on sait évidemment quelle place ça peut prendre actuellement, dans le monde des valeurs, quelque chose qui s'est progressivement transformé. Alors c'est évident que c'est tout cet ensemble, évidemment, avec aussi, hein, au milieu des années 80, la privatisation de certaines télévisions qui ont amené, bien sûr, et je pense que c'est au niveau de la télévision qui joue encore un rôle fondamental au niveau de la société, en termes de formatisation de la société en quelque sorte. Il y a évidemment eu ce rôle très très important d'une certaine course vers ce qu'on peut appeler effectivement l'audimat, c'est-à-dire nombre de fréquentations pour les théâtres, pour la télévision. Évidemment, c'est le nombre de personnes qui regardent la télévision, c'est le nombre de personnes qui vont dans un musée, etc., etc. C'est-à-dire en fait des statistiques extrêmement simples, extrêmement frappantes aussi, et dont on peut se rendre compte bien sûr que, bien sûr, elles permettent de témoigner d'un certain type de popularité. Ça, c'est absolument indubitable. C'était des choses qui étaient relativement courantes encore déjà dans les années 50. Jean Capart, qui a aussi été un des membres de l'Académie, signalait aussi que on pouvait très très bien inviter Miss Belgique au musée et que ça amènerait plus de monde que si on organisait une exposition sur l'époque sumérienne ou autre. Je dirais lui-même était très très au fait de des principes de gestion en quelque sorte. Mais il est évident qu'à cette époque, à partir des années 80, de manière générale, et notamment à la sphère politique, il y a accordé beaucoup plus d'attention, pourrait-on dire. Et on sait bien évidemment que, même si tout le monde le décrit, même si bien entendu on ne rencontrera aucun conservateur, aucun homme politique pour vous dire que il est évident que la qualité d'un film, la qualité d'une exposition, la qualité d'une émission de télévision ne se mesure pas uniquement
au taux de fréquentation, au taux du nombre de visiteurs, etc. Tout de même, bien entendu, il y a ce phénomène qui est de plus en plus important. Alors évidemment, il y a encore un système de reconnaissance. Les frères Dardenne, par exemple, je dirais, ne sont pas célèbres pour le nombre de visiteurs qu'ils ont amenés dans les salles, mais pour la reconnaissance, je dirais, d'un certain nombre de groupes d'experts qui se sont réunis, qui ont décerné la Palme d'Or, etc. Donc il y a encore évidemment des éléments qui sont importants, qui témoignent d'autre chose qu'uniquement d'un pur audimat, mais il est évident que c'est quelque chose qui taraude n'importe quelle institution, j'aurais tendance à dire. Le système de l'académie, et en ce sens-là, je peux relativement bien le comparer avec le système du musée, puisque on pourrait dire que, d'une manière ou d'une autre, les deux institutions se sont développées à la même époque, elles ont d'étroites relations. Il faut bien se rendre compte que le monde des musées, celui-là je le connais évidemment bien, il a été remis en cause de manière extrêmement importante, et s'il ne s'était pas développé, c'est-à-dire s'il n'avait pas pu montrer à quel point justement il est d'un apport pour la société, mais le monde des musées n'existerait plus. Et donc, il a développé un certain nombre d'actions, alors au niveau, je dirais, plus populaire. Maintenant, les musées sont devenus des outils dits de développement économique, des outils touristiques, des outils sociétaux, des outils dont on dit qu'ils contribuent à l'amélioration de la qualité de vie, etc. Et c'est pour cette raison-là, maintenant, qu'on les finance, que les politiques les financent. Et je pense que, bien entendu, ce type de question est un type de question absolument fondamental pour une académie. Parce que, bien entendu, un certain nombre de personnes s'interrogent en se disant « À quoi servent les académies ? Qu'est-ce que cette société très ancienne, dont on ne parle pas beaucoup, vient faire ? Pourquoi devrait-on la subventionner ?» C'est aussi une simple raison. Et je pense que tout le travail qui s'est opéré ces dernières années, ces derniers mois même, pourrait-on dire, a été véritablement une réflexion stratégique sur le devenir de l'académie. Comment mieux intégrer l'académie au sein de cette société ? Et je pense très clairement en l'arrimant à la société, c'est-à-dire en imaginant effectivement qu'elle puisse aussi s'ouvrir, d'où bien sûr les différents collèges qui ont été envisagés, les cours ou les conférences qui sont données, cette volonté véritablement de montrer qu'elle est d'un apport tout à fait important, elle peut constituer un lieu de réflexion qui peut s'offrir véritablement à la société, qui peut être salutaire, dont on peut véritablement mesurer l'apport. Je pense que dans les années à venir, c'est une question qui va être de plus en plus fondamentale, puisque forcément les ressources, a fortiori maintenant, durant les années que nous allons connaître, sont de plus en plus rares. Donc évidemment, on fait, entre guillemets, la chasse au gaspillage, et on demande à chacun des départements « que rapportez-vous » entre guillemets. On est clairement dans des questions d'audimat dont on parlait tout à l'heure, évidemment. Et bien entendu, c'est toute cette réflexion qui est passée par l'idée d'une nouvelle classe qui passe en tant que technologie et société, c'est-à-dire pourquoi société ? Je pense qu'il y avait clairement dans cette définition quelque chose qui justement se voulait clairement en adéquation avec un certain nombre de questions, de réflexions que peut se poser la société et pour laquelle l'académie peut envisager un certain nombre de réflexions approfondies ou un certain nombre de réponses à proposer. Je pense que dans un cadre comme celui-là, évidemment, une série d'autres pistes ont été envisagées, et notamment l'idée de se dire une académie, c'est bien entendu une instance qui permet d'honorer et de concrétiser, je dirais, le mérite d'une carrière académique extrêmement bien remplie. Et il y a eu, je pense aussi, une volonté de montrer que l'académie n'était pas non plus une société constituée par personnes qui, une fois qu'elles avaient terminé leur carrière académique, étaient honorées à l'académie. Il y a eu cette volonté, je pense,
d'ouvrir l'académie de plus en plus à justement des chercheurs qui sont encore au cœur du dispositif en tant que tel. Et c'est évidemment ici qu'on observe cet autre ancrage, à savoir que lorsqu'on est dans cette vie active, lorsqu'on est évidemment dans cette vie de réflexion, aux prises avec la société, aux prises avec les finances, aux prises avec la construction, avec la production, avec la production culturelle, bien entendu aussi. Il y a cette possibilité, bien sûr, en même temps de tenter de s'extraire et de tenter justement aussi, d'une part, de réfléchir et évidemment aussi de proposer cette réflexion. Et je pense que si l'académie, telle qu'elle se développe, telle qu'elle imagine effectivement, telle qu'on peut prévoir ces différentes stratégies, offre là une réponse qui peut être vraiment de très très bonne aloi pour son futur et pour lui garantir une certaine pérennité.